Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Mathieu est né et a grandi à Cergy dans le Val d'Oise. D'une famille modeste, il a fait une classe préparatoire, où nous nous sommes rencontrés, a réussi à entrer dans une école du commerce du top 10, oui parce que les classes prépa adorent les classements d'école. Il s'est spécialisé ensuite dans la finance d'entreprise et a travaillé pendant 3 ans dans le conseil pour des banques et assurances. Il a ensuite travaillé 2 ans au siège de La République En Marche, afin de piloter les projets citoyens et favoriser l'engagement des Françaises et des Français sur des projets près de chez eux. Ça, c'est pour la partie CV officielle. Mais Mathieu fait beaucoup plus que ça. Et vous allez comprendre qu'en fait, tout est assez lié et logique dans son parcours. Dès l'âge de 18 ans, il crée sa propre association, Les Enfants de la Réussite, qui fait du soutien scolaire auprès de jeunes collégiens ou lycéens et organise des sorties pour les enfants de familles défavorisées. Il crée en parallèle une association de quartier afin de défendre les intérêts des habitants vis-à-vis des bailleurs sociaux, mais aussi pour créer du lien social et de l'entraide au sein des quartiers. Selon Mathieu, et je trouve ça hyper intéressant, la politique, c'est la vie de la cité. Il était donc logique que cet engagement associatif le mène à s'inscrire sur une liste électorale pour les municipales de 2014, puis à être lui-même candidat en 2020. Vous allez entendre comme son engagement et son enthousiasme se ressemblent bien dans l'interview et, qui sait, dans 10 ans, si vous habitez à Cergy, vous voterez peut-être pour lui. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain avec Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Les Pieds dans Demain. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Mathieu. Mathieu a 29 ans, il est responsable associatif. Et vous allez voir, il a plein de choses à nous partager concernant sa vision de demain. Sans plus attendre, on va commencer. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexa. Ah, ça fait plaisir. Déjà, vous verriez le smile qu'il a. Il est prêt, l'enfant, c'est parfait. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, ce que je te propose, Mathieu, c'est de commencer par une question un peu large. C'est quoi ton sujet du moment ? Mon sujet du moment, Alexa, c'est l'engagement citoyen notamment. Je suis responsable associatif depuis 10 ans à Cergy. J'ai créé une première association qui donne des cours de soutien scolaire en collège et en lycée notamment, mais aussi qui accompagne des familles sur des sorties culturelles, sur des sorties familiales, justement parce qu'on considère que cela contribue à l'émancipation. L'émancipation, elle peut être culturelle. Et justement, dans le cadre de ces activités-là, on constate, au final, les difficultés qu'ont posé la crise qu'on a vécue ces derniers mois. Et encore une fois, je pense que plus que jamais, l'engagement citoyen, l'engagement de femmes et d'hommes, comme il y en a beaucoup en France, je crois que c'est plus de 10 millions aujourd'hui de Français qui s'engagent dans des associations, il est extrêmement important. Et moi j'y tiens beaucoup et je pense que pour la suite, et pour aussi la réconciliation qu'il doit y avoir, on va dire, entre les Français et la chose publique, la politique même, l'engagement citoyen va être extrêmement clé. Et donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et puis un sujet, alors peut-être qui rentre un peu dans la prolongation de celui-ci, mais qui me paraît tout aussi important parce que le temps s'y prête, c'est la rentrée scolaire. Et qui dit rentrée scolaire dit éducation, réussite des jeunes. Je trouve qu'on a un peu galvaudé aussi la définition de la réussite. La réussite, c'est pas forcément un parcours scolaire, c'est avoir le choix. Et dans un contexte comme on le voit là, un marché du travail compliqué qui est pour les jeunes à la rentrée, un milieu scolaire qui est assez perturbé, au final, je pense que c'est aussi le moment de se reposer la question de ce qu'est réellement la réussite pour un jeune et justement comment l'aider à ce qu'il puisse, encore une fois, s'émanciper et réussir à sa manière. Alors justement, comment toi, à ton niveau, Mathieu, tu aides, parce que j'aime bien ta vision de la réussite, je trouve que ça fait du bien d'entendre autre chose, on a quand même été bercés d'illusions et de poncifs quant à la réussite. Toi comme moi. Tu connais. Regarde, aujourd'hui, on s'en est pas si mal sorti que ça, malgré tout. Comment toi, tu participes à la réussite des jeunes ? Alors, de manière très concrète, nous on a donc une formule qu'on emploie maintenant depuis un certain nombre d'années avec un ami de longue date, qui s'appelle Mohamed, qui se passe le bonjour d'ailleurs au passage, avec Mohamed. Donc on a une méthode assez particulière sur l'approche qu'on a vis-à-vis des jeunes. On part du principe que ce qui leur permet de se projeter, c'est l'exemple, c'est l'exemplarité. Et donc ce qui manque beaucoup, je trouve, et justement on parlait de lien social tout à l'heure, c'est les liens qui peuvent se faire entre des seniors, voire ou des jeunes, on va dire un peu plus vieux,
et des jeunes qui sont justement confrontés au système tel qu'il est aujourd'hui. Les jeunes, ils ont besoin d'inspiration, de vision, ils ont besoin de se projeter. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui via notre association, c'est de créer un maximum de liens via, alors il y a plein de manières possibles et imaginables, hein, des cours de sciences scolaires très basiques, des sorties partagées, des systèmes de parrainage, etc. Donc, il y a plein de moyens possibles, mais le cœur, enfin l'objectif principal, c'est vraiment de créer du lien entre différentes générations, par beaucoup d'intergénérationnel, mais c'est ça l'idée, entre différentes générations, pour que l'une inspire l'autre. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on arrive à mettre le plus de cartes possible sur la table d'un jeune, et le plus de cartes il a sur une table, le plus potentiellement il trouvera chaussure à son pied, et le plus potentiellement il réussit, au final. Ils ont quel âge vos jeunes dans l'association ? Alors les jeunes qu'on encadre, ça part donc du collège, donc à peu près 11 ans, jusqu'au bac, donc 17-18 ans. On est dans cette tranche-là par choix pour l'instant, et on verra par la suite ce qu'il y a de l'asso. Voilà. C'est trop cool. Est-ce que justement, avec tout ce qui se passe en ce moment, donc suite au confinement, suite à la crise qu'on est en train de commencer à vivre, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as déjà commencé à faire évoluer ou que tu comptes faire évoluer ? Oui, alors sur ces pratiques-là, alors c'est assez marrant, moi je me suis mis à beaucoup cuisiner, c'est quelque chose que j'aimais bien, mais que je faisais pas beaucoup. Et je trouve que le confinement, moi, m'a clairement fait changer ma manière de consommer. Et surtout, ça me permet aussi de repenser un peu ce qu'on pense derrière la transition écologique, hein, qu'on sort maintenant à toutes les sauces. Tout le monde parle du monde de demain comme d'un monde plus écologique, ça paraît évident. Maintenant, dans une ville comme Cergy, par exemple, où je vis aujourd'hui, où nous avons par exemple des familles assez modestes et en grand nombre, je pense qu'on a besoin d'avoir une transition écologique qui ne soit pas punitive, mais beaucoup plus pédagogique, et justement qui permettent en fait à ces familles-là de mieux consommer, de parfois faire des économies, et c'est des choses qu'on n'explique pas assez. La transition écologique, l'écologie, avoir des pratiques écologiques, c'est en fait, c'est parfois synonyme d'économie, de mieux vivre, tout simplement d'un quotidien meilleur. Et donc sur la consommation, qui est vraiment une pratique que j'ai changée, moi j'ai appris vraiment que cuisiner soi-même ou acheter en circuit court, acheter chez le commerçant du coin, oui, ça faisait des économies substantielles et ça permettait surtout de mieux manger et de se protéger. Ça a été quoi un peu ton plat du confinement ? Ce que j'ai pas mal fait, c'est des gratins et des lasagnes. Tout le temps. Beaucoup. Avec des légumes de saison. Avec des légumes de saison. Locaux. Mais j'ai la chance d'avoir un colocataire qui s'appelle Ben, qui cultive des légumes dans notre jardin. Oh, qu'est-ce que c'est donc bien. Donc on a quand même la chance d'avoir des légumes de bonne qualité. Ça, c'est Made in Cergy. Et bientôt vous se retrouverez sur les marchés de Cergy. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas, en effet. Et justement, alors, c'est quoi est-ce que tu as une mauvaise habitude, et tu le sais, c'est un peu ton truc caché, mais tu la connais, cette mauvaise habitude aujourd'hui que tu aimerais changer demain ? Alors, en mauvaise habitude, ça serait, en fait, c'est toujours lié à la consommation, du coup. mais je pense sincèrement sans s'en rendre compte, et en fait, on surconsomme, en fait, au quotidien. Et moi, tu parlais des effets, en tout cas des bienfaits du confinement tout à l'heure, si on a bien eu un, c'est que je me suis rendu compte qu'en consommant beaucoup moins, des choses qui nous apparaissaient archi indispensables avant, en fait, elles me manquaient pas tant que ça. Et donc au final, on se rend compte qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on consomme, ou qu'on se plaît à consommer. Moi, il y a plein de choses que j'achète pour mon bon plaisir, tout simplement, enfin sur Amazon, de l'électronique, de tout genre de choses, qui au final n'est pas si indispensable que ça, puisque je m'en suis bien passé pendant 3 mois, pourquoi pas ne pas s'en passer tout court. Et je pense que sur la consommation, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire, parce que c'est dur, hein. Les habitudes on la dur. Surtout quand c'est sur de la consommation. Surtout. C'est clair. Est-ce que tu te poses plus de questions concernant, justement, suite à ce confinement, sur le sens de ta vie professionnelle ? Effectivement pas mal, puisque je suis en pleine transition professionnelle actuellement. J'avais un travail qui me plaisait, puisque un travail à impact. Moi je pense qu'on a un pays aujourd'hui, la France, qui n'est pas suffisamment tourné vers on va dire les modèles d'ESS, c'est ce qu'on appelle ESS, des entreprises sociales et solidaires, simplement parce et je pense que c'est le tort aujourd'hui français, on fait aujourd'hui une distinction entre l'engagement citoyen, au final, et ce que peut être par exemple le business ou un job. Et même, alors, si je rajoute une troisième branche, la politique. Alors qu'en fait, au final, tout ça est lié.
pour moi, et c'est un modèle assez anglo-saxon, il n'y a pas plus sain qu'une personne qui aujourd'hui ferait de son métier une amélioration du quotidien des gens, enfin en tout cas un boulot à impact qui aide justement des personnes plus fragiles, tout en étant rémunéré pour ça. À partir du moment où le modèle est suffisamment juste, faire comme on dit, et que derrière on a effectivement cet impact, cet intérêt général comme on dit qui est avéré, je trouve que c'est parfaitement sain que demain on considère la plupart de nos jobs comme étant des jobs à impact. Et donc que nos entreprises, telles qu'on les connaisse aujourd'hui, tendent vers des modèles d'entreprises sociales et solidaires, c'est-à-dire en fait des entreprises qui font attention à la manière dont elles investissent, qui investissent dans des choses qui ont réellement un intérêt pour la population, et puis surtout il y a un modèle, on va dire, un peu équilibré, un peu sain, d'insertion, une manière de fonctionner dans l'entreprise qui soit relativement saine aussi. On a bien vu pendant le confinement le télétravail, et en plein boom, le télétravail c'est encore très mal accepté en France. Et moi c'est des choses que moi je ne comprends pas. Et je pense que sincèrement, cette remise en question personnelle que j'ai, c'est en fait une remise en question simplement du monde du travail actuel. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que je me dirige vers des jobs, on va dire, encore un peu plus impactants, et donc plutôt vers de l'entrepreneuriat social et solidaire à la rentrée. Voilà. Tu me donnes envie de mettre les pieds dans deux mains, Mathieu, merci. Tu me réconcilies avec l'humanité, avec le futur. Mais j'espère. Et que les auditeurs aussi... Ça, a priori, j'ai plutôt une audience bienveillante, donc ça devrait le faire. Si on réfléchit d'un point de vue plus global, quels vont être selon toi les grands sujets de notre société demain ? Alors, on en a invoqué quelques-uns à mon sens, on peut les reprendre déjà. Il y a la transition écologique dont je t'en parlais tout à l'heure, qui est le sujet pour moi le plus évident. Encore une fois, une transition écologique qui ne soit pas politique. C'est pas, le but, il n'est pas d'en faire un combat politique. Le but, c'est justement de montrer aux citoyens, aux Françaises et aux Français, que la transition écologique, elle va dans leur sens, elle va dans notre intérêt, elle va dans l'intérêt de l'humanité et dans leur intérêt au quotidien, de manière très concrète. Moi, je suis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un engagé et politique et associatif, local. Et donc moi, ce que je constate, c'est que les gens aujourd'hui ont attache à ce qui se passe de manière très concrète au quotidien. Et donc, quand on veut leur parler de vision, qu'on se projette sur l'avenir, il faut leur parler, il faut y aller progressivement en fait. Il faut leur parler de ce qu'on fera demain, de ce qu'on fera dans un mois et ce qu'on fera dans plusieurs années. Donc sur la transition écologique, parlons d'une transition écologique du quotidien, de petits gestes du quotidien qui font que, en termes de propreté, ça ira mieux, en termes de tri, enfin sur le tri des déchets par exemple, sur la manière dont on consomme, encore une fois. Donc là-dessus, il y a une vraie attente, je pense, et il faudra évidemment commencer par les jeunes. Donc sensibiliser les jeunes dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, puisqu'on va bien ensuite les jeunes influencent les parents. Et donc, premier sujet, même je dirais la transition écologique. Deuxième sujet, on en a parlé aussi un peu tout à l'heure, mais autour de l'emploi et de l'éducation, je pense qu'on a une vraie problématique qui est en train de naître, puisque la crise économique, elle est devant nous, elle n'est pas encore passée, autour de l'emploi, notamment des jeunes, donc des gens qui vont, soit qui sont éloignés du marché de l'emploi aujourd'hui, soit qui vont y rentrer, et qui vont rentrer dans un marché de l'emploi qui est en crise. Je pense qu'on a un vrai sujet, encore une fois, sur la manière dont toutes ces personnes-là vont pouvoir trouver chaussures à leurs pieds dans ce monde du travail-là. Donc repenser le travail, repenser ce que peut être, encore une fois, un job en France, je pense que ça va être très important. Vaste projet, donc Dieu sait, il y a de quoi faire. Ouais. Toi, justement, tu te vois comment dans 10 ans ? Projetons-nous que pour toi. Bonne question. Dans 10 ans, écoute, tu n'ignores pas mon engagement politique, donc ce qui est certain, c'est que comme je te dis, ça fait déjà 10 ans que je m'engage auprès des habitants, autour de moi. Dans 10 ans, je le serai toujours, ça c'est certain. Je l'espère professionnellement parlant, en travaillant par exemple, comme je te disais tout à l'heure, dans une entreprise sociale et solidaire, mais aussi, pourquoi pas, en tant qu'élu. Et donc je pense que, parce que la politique, encore une fois, c'est la vie de la cité. Quand je m'engage au quotidien, pour améliorer le quotidien des gens, encore une fois, autour de chez moi, dans mon immeuble, dans mon quartier, dans mon village, je fais de la politique. Et s'engager politiquement, ça ne doit pas être une tare, ça ne doit pas nous effrayer, nous les jeunes. Moi, c'est un appel un peu que j'ai envie de lancer via toi, Alexa. C'est justement d'encourager tous ceux qui, déjà aujourd'hui, ont une vraie expérience des problématiques des gens, une vraie expérience de la manière dont on y répond, à s'engager en politique. Parce que c'est ces personnes-là qui réconcilieront les Français avec la politique. C'est en étant rassurés par justement les compétences des uns et des autres et par leur engagement qu'on arrive aussi à avoir de bons élus, des élus exemplaires. Donc dans 10 ans, j'espère que j'aurai inspiré beaucoup de gens autour de moi à s'engager en politique et que évidemment je le serai aussi.
Quel rêve as-tu aujourd'hui que tu comptes, toi, réaliser demain? Ah, je vais être dans le quotidien des gens. Tu l'es clairement. Pas de secret entre nous. Ni pour les auditeurs et auditrices, non. Non, mon rêve, et c'est loin d'être c'est pas un rêve égoïste, mais on peut le croire. Mais mon rêve, ça a vraiment été d'être maire de Cergy. C'est vraiment d'être maire de Cergy. Pourquoi ? Parce que je trouve que maire, c'est le plus beau mandat politique qui existe. C'est le mandat à portée de baffe, comme on dit. C'est le mandat où on est au plus près du quotidien des gens. Et encore une fois, je pense qu'on fait réellement la différence. Réellement la différence en étant un bon maire. Et une ville comme Cergy a besoin d'un bon maire. Elle a besoin d'un maire qui justement arrive à projeter sa population dans les 10, 15, 20 prochaines années, dans le monde de demain que tu essaies de dessiner, Alexia. Et pour cela, je pense qu'une génération comme la nôtre doit s'engager, doit être exemplaire et doit montrer un peu le chemin. Donc oui, mon rêve, je pense qu'il est d'être maire de Cergy et j'espère que je pourrai le réaliser. On prend date. Cet épisode servira de pierre blanche à ce moment. Il s'est déjà présenté. Ça y est, messieurs, dames, vous entendez en amont Mathieu qui se présente je m'en souviendrai. J'étais là. Non mais écoute, je suis contente. Franchement, ça te donne un peu, un petit scoop avant l'heure. Je trouve ça trop cool. T'as commencé à en parler un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on le formalise de manière encore un peu plus synthétique. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour que la société évolue mieux demain ? Aux jeunes, moi j'ai surtout envie de leur transmettre de la confiance. Ce que je veux, c'est qu'ils n'aient pas peur en fait de l'avenir, qu'ils n'aient pas peur de ce que sera. On parlait du marché du travail tout à l'heure, on parlait de notre planète. Les jeunes, c'est eux qui sont la clé en fait de ce que seront le marché du travail et notre planète demain. Et donc, on a besoin de faire confiance à nos jeunes, de les responsabiliser. Donc moi, ce que je veux leur transmettre, c'est justement cette culture justement de la responsabilité, faire en sorte qu'ils s'engagent aussi à mes côtés, pour encore une fois améliorer le quotidien des gens, s'engager associativement, politiquement, parce que cette jeunesse qui s'engage, c'est elle qui sera ensuite à la clé à la clé justement d'une planète qui respire, d'un marché du travail peut-être plus aéré, plus sympa, plus agréable pour les gens. Et donc pour ça, on a besoin de leur faire confiance. Et pour leur faire confiance, il faut les responsabiliser. C'est la démocratie locale, c'est l'engagement citoyen. J'adore. Et au gouvernement, qu'est-ce que tu aimerais proposer ? Au gouvernement, j'aimerais leur dire d'aller plus vite encore, plus fort, et d'écouter le terrain. Le gouvernement, je le suis d'assez près, de par mes engagements. Encore une fois, je pense ce qu'il faut surtout pas, c'est se détacher du terrain. Se détacher du quotidien des habitants. Et le fait justement de se déplacer en permanence, d'écouter les acteurs du terrain, ceux qui réellement sont confrontés aux problématiques des habitants, ça permet ensuite, en prenant de la hauteur, de ne pas faire les mauvais choix. Et donc, moi, au gouvernement, je le conseille dans sa transition écologique par exemple, d'écouter en fait tous ces petits acteurs qui aujourd'hui créent des jardins partagés partout sur le territoire, permettent à des jeunes de se former à des pratiques plus écologiques, plus solidaires, et de les écouter et de transformer tout ça en politique publique et de ne pas avoir peur. Alors, il y a déjà quelque chose là avec les 150 propositions des citoyens. La Convention citoyenne du climat que je trouve qui est une initiative qui va dans le bon sens. Maintenant, c'est sur quoi le gouvernement va être attendu, c'est évidemment sur l'exécution et sur les propositions. Je pense qu'encore une fois, il y a des ambitions très marquées. Je pense qu'encore une fois, on n'a plus ce luxe d'attendre. Et oui, le changement, ça fait mal. Oui, le changement, c'est contesté. Mais quand on est un gouvernement de combat, comme je l'entends souvent, un gouvernement de combat, ça prend des risques. Et ça va se battre avec les habitants sur des sujets qui comptent pour eux. Et parce que dans 10 ans, je pense que beaucoup leur en seront redevables. J'adore. Quand tu penses à demain, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur ? Ce qui me fait peur, Alexia, c'est qu'on sort d'une élection municipale, qui a lieu d'ailleurs dans des circonstances particulières, des circonstances de crise, où les Français ont très très peu voté. Les Français sont très peu déplacés. Et moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que ce qu'on décrit depuis tout à l'heure comme étant la politique, la chose publique, les Français ne l'entendent juste plus, en tout cas ne le voient plus. Et donc, on ne voit plus l'intérêt, en gros, de s'engager, encore une fois, pour un monde meilleur, pour une société meilleure. Et moi, cette peur-là, j'ai envie de l'effacer, justement, en disant aux gens, aux Français, aux citoyens, que la démocratie locale, c'est pas juste un beau mot, et qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de réellement impliquer
les citoyens dans l'action publique, et que c'est à eux, au final le pouvoir, il est à eux. Quand on voit des chiffres d'abstention qui sont à 60-70%, si ces 60-70% choisissent un candidat qui leur convient, qui est réellement l'émanation de leurs problématiques et de leurs besoins, parce qu'on dit là gagne, systématiquement, dans chacune des élections. Et donc, il faut se reposer la question de ce qu'est réellement la démocratie. Et il faut que les citoyens se rappellent de ce qu'est la démocratie. La démocratie, elle permet de choisir qui le représente et qui agit pour son bien. Et là-dessus, je pense que dans ce contexte de démocratie locale aussi, on ne peut pas attendre, en tout cas on ne peut pas attendre des citoyens qui ne s'engagent qu'à chacune des élections. On ne peut pas leur dire, venez voter, et ensuite on n'a plus besoin de vous pendant un certain nombre d'années, ou un certain nombre de mois. Ça ne marche pas. Donc on a besoin aussi que les politiques impliquent un maximum les citoyens dans le cadre de leur action. Et je pense que cette peur-là, justement, d'une profonde déconnexion entre la démocratie et les citoyens, cette peur-là, elle peut être gommée tout simplement en impliquant et en faisant travailler pour le bien commun les citoyens et nos jeunes. Ah, c'est un début de réponse intéressant, parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'amis qui se posent la question pourquoi voter, à quoi ça sert, je sais pas où part mon argent, je suis pas vraiment convaincue de ce candidat, de cette candidate. Je pense qu'en effet, impliquer les gens, mais est-ce que les gens veulent vraiment être impliqués ? Peut-être pas, mais à minima, l'implication, c'est aussi de la pédagogie. Expliquer aux gens comment on travaille, expliquer aux gens, tu me disais à l'instant, à quoi sert mon argent, expliquer aux gens à quoi sert l'argent public, ce qu'est une politique publique, par exemple. Voilà, quand je prends une décision pour l'école des enfants des habitants de mon quartier, ça a un impact très concret, c'est une politique publique qu'on met en place, l'expliquer, la détailler, montrer comment ça fonctionne aux citoyens. C'est pas très compliqué à faire. Je pense que ça a tendance à casser la barrière qu'il y aurait entre les élus et les citoyens. Et tu la diffuses sur quoi ? Parce que moi, même si on essaie d'être transparent et pédagogue avec moi, je trouve que c'est génial. Hein. Julie le dit dans l'épisode 7, il y a plein de gens qui sont pour ça. Comment moi j'ai accès à cette information en tant que citoyenne ? Il y a deux écoles. Il y a l'école des gens qui vous disent que tout doit se faire par le digital, et qu'aujourd'hui tout le monde regarde les réseaux sociaux, notamment les jeunes, Facebook, Snapchat, Instagram, etc. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi toute une partie de la population qui est complètement déconnectée du numérique, les seniors, des populations plus modestes, etc. Et en fait, pour ça, à mon avis, il n'y a pas de secret, c'est du terrain. La pédagogie, elle passe par du contact, en direct, avec les habitants. Donc c'est des porte-à-porte, c'est des permanences qui ne sont pas des permanences municipales au 5e étage d'une mairie, et qui sont réellement sur le terrain, chez des commerçants, chez des habitants. Et c'est par ce contact, par le terrain, qu'on arrive au final à toucher le plus directement les gens. C'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts. Ça explique aussi peut-être pourquoi beaucoup moins le font, mais il n'y aura pas de secret à mon avis. Et si on veut y arriver, il faut passer par ça. Et donc des élus qui s'impliquent. 1% de créativité, 99% de sueur, c'est ça ? C'est ça. Mais j'admire cet engagement, Mathieu, c'est très beau. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te rassure quand tu penses à demain ? Moi, ce qui me rassure, c'est l'humain, c'est l'humanité. On parlait tout à l'heure de l'engagement en France. 11 millions de personnes qui s'engagent dans les associations aujourd'hui. L'engagement, en tout cas, on va dire la bonté de l'homme, elle existe encore. Encore heureux. Cette bonté-là, elle a besoin d'être organisée, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être renforcée. Mais tant qu'il y aura cette envie d'aider son prochain dans notre pays, moi je pense qu'on arrivera à plein de belles choses. Voilà. Il faut juste les bons responsables pour encadrer tout ça. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir demain ? J'ai hâte de découvrir le monde dans lequel mes enfants grandiront, parce que je ne les connais pas encore, mes enfants. Et je pense que le monde de mes enfants, il sera archi intéressant, il sera peut-être complètement différent de celui que nous on connaît. Celui de nos petits-enfants, peut-être encore plus d'ailleurs. J'aimerais bien voir, en gros, dans quel système scolaire, dans quel monde du travail, dans quel monde associatif nos enfants évolueront, parce que je pense que, encore une fois, il y a une transformation qui est nécessaire, encore une fois aujourd'hui avec cette crise, et donc le monde sera forcément différent dans très très peu de temps. Et moi j'ai hâte de voir comment nous, les presque vieux, arriveront à s'inscrire là-dedans. Non, arrête, on n'est pas si vieux que ça. Question créativité pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque, les pieds dans deux mains ? Les pieds dans deux mains, moi ça m'évoque de la confiance, de l'ambition. Mettre les pieds dans le plat, mettre les pieds dans deux mains, c'est y aller avec conviction, sans crainte. C'est amener à la fois notre niaque, notre conviction de jeunes trentenaires au final, notre envie de changer le monde, dans ce que sera le monde demain. Et les pieds dans deux mains, je trouve que c'est un superbe nom, encore une fois, bien trouvé avec ça.
Merci. Qui permet justement, qui doit permettre à un certain nombre de jeunes de notre génération de vouloir se jeter dans le demain, de ne pas rester justement dans la petite perspective qui est en fait le quotidien ou l'aujourd'hui au final, mais d'aller, de se projeter sur les 10-15 prochaines années et de faire de cette planète et de notre pays, de notre ville, un monde meilleur, un environnement meilleur. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation ou un proverbe qui t'accompagne dans ta vie de tous les jours et qui t'aide à garder le cap ? Ouais, il y a une phrase que j'aime bien, qui est de mon père, qui me dit depuis que je suis tout petit qu'il faut toujours s'entourer de personnes meilleures que soi. Et au final, c'est ce que je m'efforce de faire. Les gens qui sont meilleurs que moi sur plein d'aspects, parce qu'être meilleur que quelqu'un, ça veut pas forcément dire toujours grand-chose, mais par contre, des gens qui sont meilleurs que moi en termes d'engagement, qui sont meilleurs que moi sur leurs valeurs, qui sont meilleurs que moi techniquement, au final, ça m'enrichit. Et créer des environnements comme ça de personnes qui tirent dans un même sens et qui sont en théorie meilleurs que soi, ça permet toujours de se remettre en question et d'aller toujours plus loin et toujours plus haut. Donc moi, pour demain, ce que je continuerai à faire d'ailleurs, c'est de m'entourer de personnes qui sont meilleures que moi. Ouais. Magnifique. Et si demain était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? J'aimerais lui dire ne pas avoir peur, car on arrive. Tu es droit au but et tout, c'est parfait. Et moi, Mathieu, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain ? Tu peux me souhaiter plein de belles choses. Tu peux me souhaiter de continuer d'avoir la santé déjà pour m'engager comme je le fais aujourd'hui, puisque l'engagement c'est quelque chose de prenant, de parfois éreintant. On peut se remettre en question sur son engagement. Je veux bien te croire. Mais, donc d'avoir la pêche, de continuer à avoir la pêche pour s'engager comme je le fais aujourd'hui. Puis me souhaiter d'avoir toujours plus de moyens d'action et de moyens justement pour répondre aux problématiques des gens. Voilà. C'est magnifique, Mathieu. Merci beaucoup. On va pouvoir aller mettre les pieds dans deux mains grâce à toi. Merci beaucoup, Alexa. Merci. Merci beaucoup, c'est un plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter Les Pieds dans deux mains. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans deux mains est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain_8. Et enfin, un grand merci à Karl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.